Bonjour et bienvenue dans Opinion. L'Élysée a-t-il espionné le journal Le Monde? Décidément, le dossier Woerth-Bettencourt n'en finit pas de dévoiler tous ses secrets jour après jour et remonte cette fois jusqu'au plus haut sommet de l'État. Hier, le journal Le Monde a déposé une plainte contre X pour violation du secret des sources. Les services secrets ont mené des investigations pour découvrir les sources des journalistes qui ont permis donc les fuites dans la presse. Dans le même temps, on apprenait l'éviction précipitée d'un conseiller de Michiel Alliot-Marie au ministère de la Justice muté à Cayenne. Bref, l'opposition parle déjà d'un scandale d'État, de Sarkogate. Quant à l'Élysée, elle conteste toute implication dans cette enquête. Alors, on en parle avec nos invités qui sont sur ce plateau. Raquel Garrido, bonjour, vous êtes secrétaire national du parti de gauche, et Jonas Haddad, bonjour, vous êtes délégué national des jeunes UMP. Alors, l'Élysée dément donc avoir mené cette enquête, en tout cas l'avoir diligentée. Est-ce que vous y croyez? Ça me semble compliqué que la DST s'autosaisisse. Et on est quand même dans un état de droit, a priori. Donc, ça me semble que... Alors, nous, DCRI, vous savez, parce que ça a été fusionné. Ça n'existe plus, alors, voilà, on a RG, DST, tout ça a été fusionné. Bon, le fait qu'il y ait des contre-espions qui soient utilisés pour savoir qui communique avec des journalistes est hallucinant, en fait, et digne d'un film de James Bond. Non, mais vous ne trouvez pas ça normal, quand même, que quand on est dans un ministère, on fasse attention des informations qui sortent? Est-ce que vous seriez contente si demain, au ministère de la Défense, il y avait des fuites? Aujourd'hui, au ministère de la Justice, il y a des fuites. S'il y avait des fuites, par exemple, sur quelqu'un qui avait assassiné une personne, est-ce que vous auriez été contente si cette personne avait communiqué ses sources aux journalistes? Je veux dire, est-ce que ça vous pose pas un problème de sécurité? Je pense que vous mettez artificiellement en concurrence la façon dont les cabinets ministériels sont organisés et doivent justement faire attention à leur recrutement, etc., tout ce que vous dites. Non, c'est pas et d'autre part, le secret des sources qui est le cœur du droit à l'information. Parce que Le Monde, pourquoi ils en font autant un effort? Le Monde, ils ont raison de se battre. Pourquoi? Parce que c'est pas pour Le Monde que Éric Fotorino et les autres se battent, c'est pour nous, c'est pour vous et moi. Parce que nous sommes des lecteurs des journaux, des lecteurs de ce que produit de la télévision. Si eux n'ont plus de sources, il n'y a plus rien. Laissez-moi parler quelques secondes. Si Le Monde veut être porte-parole des journalistes, il devrait également préciser que ceux qui ont fait la loi de janvier 2010, qui aujourd'hui protège les sources des journalistes... C'est pas une question de droit corporatif. Ils transgressés aujourd'hui, non? Est-ce qu'elle est transgressée, cette loi? L'article 2 précise que s'il y a une atteinte à l'intérêt public, on a le droit de demander des explications sur ces sources. J'ajoute que la seule enquête qui a été diligentée, c'est simplement sur la fuite. Et encore une fois, s'il y avait une fuite demain au ministère de la Justice sur d'autres affaires que celle-là, parce qu'il y a des centaines d'affaires qui sont diligentées et des enquêtes dont on ne parle pas. Non, mais vous dites coupons les sources. C'est votre thèse. Vous dites coupons les sources. Si les journalistes ne peuvent pas faire leur métier pour informer le public, tant pis. S'il y a eu il faut faire de la prévention. Des liens n'essayez pas de tout mélanger. Il faut faire de la prévention. Tant pis, on est très clair. Attendez, excusez-moi, il y a une question quand même que je vais vous poser qui est claire. Est-il normal de mobiliser les moyens de l'État pour régler ses comptes et savoir quelle est la taupe qui renseigne les journalistes? Je vais peut-être me répéter, mais on n'utilise pas les moyens de l'État pour découvrir une taupe. Si, c'est ce qui s'est passé à Cayenne. On utilise les moyens de l'État. Non mais attendez, c'est pas la même chose. La mutation n'est pas la même chose. On répond sur chaque point. On utilise les moyens de l'État pour protéger le fait que les personnes qui sont dans les cabinets ministériels ne donnent pas de fuite. Je reviens sur cet exemple. Si aujourd'hui les mêmes moyens de l'État étaient utilisés pour protéger des fuites qui viendraient d'un conseiller, par exemple une fuite qui est sur un meurtrier, il donne une fuite sur un meurtrier, il dit, voilà, le meurtrier va peut-être arrêter ici, là ou là. L'affaire et l'enquête est complètement arrêtée. Donc aujourd'hui, de toute façon, il y a des enquêtes qui sont diligentées à chaque fois qu'il y a un problème de fuite dans un cabinet. Et de toute façon, si vous regardez les contrats des personnes qui travaillent dans les cabinets, il y a une obligation de confidentialité. Alors sur le pur plan juridique, il a déjà violé son obligation. Et d'un autre point, on ne parle pas de contrat de travail, monsieur, on ne parle pas de droit de travail. Mais on parle d'un principe fondamental au cœur de la démocratie. Mais ce n'est pas n'importe quel contrat de travail. On vous dit que vous-même, comme militant, vous ne pouvez pas exprimer votre opinion, ne serait-ce que sur des plateaux comme ceci, si Madame Roselyne Fèvre et ses collègues et ses confrères ne peuvent pas accéder à ces sources. Parce qu'informer, c'est d'abord et avant tout avoir des sources d'information. Il y a deux bouts de la chaîne, vous prenez le mauvais bout de la chaîne. Mais non, je prends le bout qui nous intéresse, nous les citoyens. Vous donnez le bout de la chaîne de l'émetteur. Attendez, nous voulons être informés. Vous voulez que je vous réponde ou pas?
Est-ce que vous voulez que je vous réponde sur l'accusation que vous portez? Vous portez une accusation. Ce que je défends, c'est le droit de nous, les citoyens, d'être informés. Mais je pense que vous faites une mauvaise défense parce que vous prenez le mauvais bout de la chaîne. Le bon bout de la chaîne, c'est de savoir d'où vient la fuite. Vous prenez le bout de la chaîne de l'émetteur. Moi, je ne vous parle pas de l'émetteur. Ici, moi, j'ai reçu... une question de méthode, quand même. Voilà. Non, mais attendez. J'ai reçu... Ce qui contestait, c'est la méthode. Non, mais je comprends. Ce que je dis juste, c'est que... On n'aurait même pas dû savoir qui était la source si on avait respecté le secret des sources. Aujourd'hui, pour faire le plateau, je n'ai reçu aucune fuite d'un conseiller ministériel. La discussion de savoir vous avez et la source ne devrait même pas exister dans un pays où on respecte le droit des sources, parce que par nature, dès lors qu'il y a le droit au secret des sources, on ne sait pas qui est la source. Je vous dis que le ministère de la Justice est un ministère exposé. De qui est la source. Attendez, on avance. Le ministère de... Juste sur ce point-là. Le ministère de la Justice, c'est un ministère exposé. Il y a des intérêts de sécurité nationale. Oui, à partir du moment où il y a des intérêts, c'est pas des intérêts. Et Patrick de Mestre, parce que moi, permettez-moi de dire que arrêtez avec le terrorisme. D'ailleurs, utilisons le contre-espionnage pour l'alerte terroriste plutôt que pour ce genre de protection d'intérêts un peu veulent. Le monsieur sur lequel il y a eu une enquête ne s'occupe que de l'affaire Wörth Bettencourt. Non, il s'occupe également d'affaires sur les meurtriers, il s'occupe également d'affaires sur des violeurs. Donc cette personne-là... Non, mais c'est pas la question. Parce que cette personne-là, c'est ce bout de la chaîne-là qu'il faut analyser. Il faut que cette personne-là soit fiable. Or, en l'occurrence, on avait des doutes sur sa fiabilité. On lui demande sur cette personne-là. Réforme de la garde à vue. Il est conseiller pénal. Il doit faire la réforme de la garde à vue, là. Bon, on l'envoie à Cayenne. Qui a été envoyée déjà au Conseil d'État. En quoi est-ce que ça, administrativement, c'est intéressant? La garde à vue, la réforme de la garde à vue a déjà été envoyée au Conseil d'État. Non, ça c'est une contre-vérité. Vous énoncez une contre-vérité. Vous énoncez une contre-vérité. Intérêt national et intérêt de l'UMP, monsieur. C'est ça le problème. On n'est pas dans le terrorisme. On n'est pas dans le terrorisme. On est d'accord. Mais personne n'a parlé de terrorisme. Vous énoncez une contre-vérité en disant qu'il s'est occupé de la garde à vue, qu'il a été muté. Le projet de garde à vue a déjà été envoyé. Le projet de garde à vue a déjà été envoyé au Conseil d'État il y a une semaine. Donc son travail à ce sujet est terminé. Donc vous voyez, si on veut s'occuper... Bien sûr, il n'y a pas de consultation. Le barreau de Paris n'est pas consulté. Mais ils ont déjà été consultés. Ils ont même déjà gagné la QPC en juillet 2010. On avance, s'il vous plaît. L'Élysée dément. Donc ces accusations. Est-ce que ça vous paraît probable et on va dire, est-ce que vous imaginez que l'Élysée ne soit pas au courant de cette enquête de la DCRI? Mais attendez, si moi je suis au courant, c'est sûr que l'Élysée est au courant. Mais c'est évident qu'ils sont au courant. Simplement, donc, ils sont au courant. Est-ce que ça aurait été diligenté par l'Élysée? Non, mais être au courant ne veut pas dire diligenter. Ils sont au courant qu'il y a eu une enquête sur la fuite. Non mais je vous le dis. Non mais pouvait-il ne pas être au courant qu'il y avait cette enquête? C'est ça la question que je vous pose. Évidemment. Mais attendez, vous pensez que tout ce qui est passé au niveau de la DCRI et de la DGPN, les milliers d'affaires qui passent en continu, sont passées au tamis de l'Élysée? Et même si ça a à faire avec l'affaire Wörth Bettencourt. Attendez, on pose une question. Est-ce que je peux répondre sur toutes les violations de l'instruction? Est-ce que je peux répondre? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une violation de l'instruction, il y a une enquête qui est diligentée par la DST? Quand il y a des sujets qui sont sensibles. Alors, quel autre cas? Vous connaissez un cas, vous, de violation du secret de l'instruction qui a monté jusqu'à la DCRI au point et qui a entraîné un limogeage d'une haute autorité administrative? Vous savez, la mise au placard dans les cabinets ministériels, c'est pas rare. Hein. C'est vraiment pas rare. Sur la base d'une enquête pour la violation du secret de l'instruction. C'est vraiment pas rare. Est-ce que j'ai besoin de rappeler l'histoire des oreilles du président? Peut-être que j'ai pas besoin de le faire. Vous savez de quoi je veux parler. François Mitterrand, le cabinet noir. Merci. Est-il, cela dit, illégitime? Alors bien sûr, outre les méthodes qui ont été employées, c'est-à-dire prendre les services de l'État pour enquêter, est-il illégitime de la part, on peut se poser la question, est-il illégitime de la part de l'État de vouloir savoir qui joue contre son camp? Le principe des contre-pouvoirs, le principe de la séparation des pouvoirs implique que le législatif, l'exécutif, le judiciaire, les choses se tiennent. Il n'y a pas de pouvoir absolu. On a aboli l'absolutisme dans ce pays en 1789. C'est aussi pour ça. Pour qu'il y ait une conscience des limites. Je pense que ce gouvernement n'a plus la conscience des limites. Et un exemple très emblématique de cela, c'est la réforme des retraites, où Sarkozy avait dit qu'il n'avait pas la légitimité. Il n'avait pas la légitimité de le faire. Il a dit « je ne le ferai pas parce que je n'avais pas la légitimité démocratique de la faire ». Et pourtant, on vient de passer 3 jours à supprimer la retraite à 60 ans, alors que... Qu'est-ce que ça leur coûte de faire un référendum, par exemple, si vraiment, puisque les Français sont majoritairement... Non, mais attendez, là, on reste sur le sujet, s'il vous plaît. Mais le sujet, c'est l'incapacité de Nicolas Sarkozy et de ce gouvernement de trouver des limites face à lui qui sont issues des droits...
Bienvenue dans cette édition spéciale. Comme promis, on va tout de suite aller à Sharm el-Sheikh, écouter la conférence de presse de George Mitchell à l'issue du second round de négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. President Abbas, Secretary of State Clinton, and myself. We all are grateful to President Mubarak, to Foreign Minister J'ai pas de trad, c'est normal? and to the Pour moi, Egyptian government for their courtesy and hospitality in arranging these meetings, and for their continued strong support for President Obama's vision of comprehensive peace in the Middle East. Au Proche-Orient. The day began with President Mubarak hosting Au début de la journée, le président Moubarak a organisé plusieurs réunions bilatérales avec le Premier ministre Netanyahou, le président Abbas et la secrétaire d'État Clinton. La secrétaire d'État a également rencontré bilatéralement les dirigeants israéliens et palestiniens. Cela a été suivi par des réunions multilatérales dont je viens de vous parler à l'instant. Et dès la fin de cet exposé, je participerai avec les autres dirigeants à un déjeuner organisé par le président Moubarak pour tous les participants. Aujourd'hui, les partis ont entamé des discussions sérieuses sur des questions fondamentales de fond. M. Abbas et M. Netanyahou ont précisé qu'ils voulaient faire preuve de bonne volonté dans le cadre de ces négociations et qu'ils avaient des objectifs clairs. Ils ont répété le fait qu'ils condamnaient toute forme de violence qui touche des civils innocents et le fait qu'ils se sont engagés à travailler ensemble pour préserver la sécurité. Nous avons tous affirmé notre volonté d'atteindre un objectif, à savoir qu'il y ait une paix qui soit juste durable. Notre objectif principal reste 2 États pour 2 peuples. Et nous voulons également une solution à ce conflit, solution qui réglera toutes les questions, l'État d'Israël, l'État viable et indépendant de Palestine, 2 États qui pourront vivre côte à côte dans la paix et dans la sécurité. Le président Abbas et le Premier ministre Netanyahou ont décidé de poursuivre ces négociations dont l'objectif est de régler toutes les questions fondamentales. Et tout cela pourra se faire en un an. Comme je l'ai dit récemment à Washington, les partis sont tombés d'accord pour d'abord commencer à travailler pour trouver un accord cadre pour un statut permanent. Ces travaux sont maintenant engagés. Les différentes parties se sont mises d'accord pour dire que pour que ces négociations aboutissent, eh bien, il faut qu'elles restent strictement confidentielles et qu'elles soient traitées avec le plus haut degré de sensibilité possible. Donc, comme dans le passé, aujourd'hui et à l'avenir, ce que je et ce que eux vous diront quant aux détails de cette réunion restera très limité. Les différentes parties se sont mis d'accord pour dire qu'à l'issue de la réunion de demain à Jérusalem, les négociateurs se réuniraient de nouveau dans les jours qui viennent pour poursuivre ces pourparlers et pour poser les jalons des prochains cycles de négociations au niveau des dirigeants. Ces pourparlers en face à face sont essentiels de part et d'autre. Ils permettent de renforcer la confiance mutuelle. Et comme l'ont dit le président Obama et la secrétaire d'État Clinton, les États-Unis s'engagent à soutenir pleinement les parties prenantes à ces pourparlers. Nous serons actifs, nous serons des partenaires sur le long terme, dans le cadre de ces négociations. Nous appuierons ces négociations, nous aiderons, nous épaulerons les différentes parties prenantes pour qu'elles puissent prendre les décisions qui permettront de garantir un meilleur avenir à leurs citoyens. Merci beaucoup de votre patience. Je suis désolé du fait que vous ayez dû attendre aussi longtemps. Cette réunion, comme je vous le disais à l'instant, a duré quand même relativement longtemps. Maintenant, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir que d'y répondre. Une question de Glenn Castle, le Washington Post, s'il vous plaît. Merci.
Monsieur le sénateur, si l'on écoute les